Bien, bonjour à tous, bienvenue ici en Vendée depuis Noirmoutier pour explorer ensemble le parcours inédit d'une chercheure biologiste, Lucie Randouin, qui va nous amener sur les traces de pionniers et de découvreurs vendéens, mais aussi plus largement de l'arc atlantique. Cette conférence va vous être présentée dans un format de 45 minutes qui va vous permettre d'explorer ensemble nos liens entre science et nature. À l'issue de cette présentation sera ouvert un temps de questions-réponses, de réactions avec l'ensemble des participants. Cette conférence est enregistrée. Elle sera également restituée en vidéo pour permettre une restitution auprès des personnes qui auraient été intéressées par la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Le prisme de cette chercheure biologiste qui a été véritablement défricheuse rentre en lien direct avec l'histoire de la Vendée. Cette histoire de découvreurs, de pionniers qui est à la fois visible dans les domaines de la science, de l'innovation, de l'économie et de l'éducation. Et ce passage de témoin entre terre et mer que nous allons examiner ensemble entre les différentes filières du territoire ont été fortement stimulés par cette scientifique malheureusement méconnue qui est Lucie Randouin. Nous allons voyager entre la Vendée insulaire et également son arrière-pays depuis Noirmoutier pour découvrir comment cet héritage se perpétue aujourd'hui, à la fois pour des filières vendéennes de l'agroalimentaire, mais aussi plus largement les sciences du vivant, l'économie bleue, l'économie circulaire. C'est donc un véritable décloisonnement des connaissances qui a pu s'opérer grâce à la science vers d'autres territoires. Regardez les ressources, la valorisation de ressources liées à la mer nous invite aussi peut-être à nous projeter sur les chemins de mémoire qui nous relient et qui relient particulièrement la Vendée avec le Canada atlantique. Je pense que vous avez tous en souvenir l'âge d'or de la grande histoire sablaise avec la pêche à la morue. Les pommes de terre de Noirmoutier s'allient extrêmement bien avec des produits sains et naturels vendéens. Et l'histoire morutière est aussi fortement liée aux découvertes de Lucie Randouin et à cette ouverture vers d'autres cultures que nous allons évoquer ensemble dans les domaines de la nutrition santé, mais aussi des biotechnologies. Alors, l'innovation qui a fortement rythmé les travaux de vulgarisation scientifique de Lucie Randouin, qui était à la fois soucieuse d'être une éminente chercheuse, mais désireuse aussi de veiller à l'application concrète dans les territoires de ses travaux académiques de recherche. Et nous allons explorer ensemble comment finalement l'univers de la nutrition, qui était son champ d'expertise, qui était sa spécialité scientifique, a aussi ouvert des chemins totalement inconnus avec le savoir-faire horloger, avec le développement des industries probiomères et l'utilisation notamment d'un savoir-faire horloger pour exploiter des minéraux marins. Ce qui fait le lien avec, bien entendu, l'économie maritime, l'économie insulaire, l'économie de Noirmoutier et de son arrière-pays. Alors, je vous disais que les pommes de terre de Noirmoutier s'allient effectivement avec d'autres filières, d'autres produits sains et naturels de l'arrière-pays. Nous allons parler bien sûr de la richesse sanicole, du gros sel de Noirmoutier qui a été mis en valeur par les travaux de Lucie Randouin, mais bien au-delà, en rayonnant dans le pays de Chaland avec les différentes filières agroalimentaires, nous allons regarder ensemble comment l'histoire sablaise, en particulier avec l'âge d'or de la pêche à la morue, a aussi développé des liens et j'en reviendrai
avec l'exemple justement des pommes de terre de Noirmoutier. Merci à tous pour votre attention et nous allons ouvrir cette conférence dont la présentation va s'articuler dans un format de 40 à 45 minutes et ensuite il sera développé un temps d'échange avec une bulle de discussion et également la possibilité à l'ensemble des participants de réagir, de faire part de leur réaction avec leur micro. Alors, Lucie Randouin a été un véritable oiseau migrateur entre les disciplines. Ce qui est intéressant aujourd'hui d'interroger aujourd'hui en Vendée, c'est peut-être que dans le sillage du Vendée Globe, dans des filières autour de l'économie bleue, autour du nautisme, autour de l'économie circulaire, finalement, des femmes reprennent ce flambeau. Je voudrais vous citer l'exemple d'une navigatrice qui est bien connue sur le Vendée Globe, c'est une Britannique, c'est la navigatrice Hélène MacArthur, qui a aujourd'hui initié une fondation, la Fondation Hélène MacArthur, dont je vous invite à prendre connaissance des travaux et qui milite très fortement en faveur de l'économie circulaire. Je pense qu'en tant que navigatrice et en participant en particulier au Vendée Globe, elle a été extrêmement sensibilisée aux déchets plastiques qui rongent les océans, d'où l'intérêt d'œuvrer à des dynamiques d'économie circulaire, à de nouveaux liens entre terre et mer, beaucoup plus respectueux de l'environnement. Alors intéressons-nous à Lucie Randouin, à son parcours de biologiste, à ce parcours d'oiseau migrateur entre science et nature. Lucie Randouin est née Fandard, elle a des racines, des origines plutôt orientées vers les terres de la Bourgogne, en particulier dans l'Yonne, dans un pays qu'on appelle le Pays d'Hôte, qui est situé entre Champagne et Bourgogne. Et elle a engagé un parcours exceptionnel de scientifique que nous allons découvrir ensemble, et en particulier ce travail de défricheuse dans la relation et dans la valorisation de filières entre terre et mer. Alors, Lucie Randouin est porteuse d'un parcours inédit. Elle a été la première femme à l'Académie de médecine à imaginer notre futur entre science et nature. Et je voudrais rappeler qu'après le décès de Marie Curie en 1934, aucune femme n'est entrée à l'Académie de médecine avant Lucie Randouin. C'est un débat qui est intéressant aujourd'hui parce qu'un siècle plus tard, la place des femmes dans les institutions médicales reste très congrue, limitée, ce qui nous relève tout l'intérêt de cette visioconférence aujourd'hui, de mettre en valeur ces pionnières et ces découvreuses. Alors, Lucie Randouin a eu une carrière exceptionnelle dans le monde de la recherche, mais aussi de l'enseignement. Je ne vais pas énumérer l'ensemble de son cursus, cela prendrait un peu trop de temps, mais juste vous rappeler 3 éléments importants. Elle a été la seconde femme française agrégée de sciences naturelles au début du XXe siècle. Elle a été aussi la première femme à enseigner à la faculté de médecine de Paris, en Sorbonne. Et elle a terminé sa carrière avec la fonction de directrice générale honoraire du CNRS. Alors, Lucie Randouin, avec plusieurs confrères qui étaient aussi pionniers sur les travaux de nutrition, va aussi beaucoup encourager l'émergence d'instituts, de pôles de formation qui permettent de transmettre les connaissances et de s'approprier notamment le rôle émergent à la période d'après-guerre des vitamines qui étaient extrêmement peu pris en considération dans les travaux scientifiques. Avec un confrère, avec Jean Trémolière, elle sera notamment à l'initiative d'une première école publique qui va s'ouvrir à Paris sur ces disciplines et qui prendra la forme d'un lycée technique. Lucie Randouin sera également active dans de nombreuses instances auprès des pouvoirs publics pour mettre en valeur et prendre en compte la place de la nutrition dans les enjeux de santé publique.
Cette carrière scientifique s'est aussi corrélée avec un rôle extrêmement actif pendant les deux guerres. Elle a, pendant la guerre 14-18, assuré, à titre bénévole, la direction des travaux pratiques du laboratoire de physiologie de la Sorbonne, en l'absence du chef de travaux et des préparateurs qui étaient à l'époque mobilisés sur le front. Ce qui dénote en tous les cas une très forte personnalité, une opiniâtreté, une persévérance qu'il faut souligner dans des périodes de guerre et de conflit. Elle a eu un rôle aussi important, notamment en conservant des sérums et des vaccins de l'Institut Pasteur dans les sous-sols de l'Institut d'hygiène militaire de 1943 à 1944 et qui était à l'époque à destination de la résistance. Des faits de résistance ont été signalés, en particulier dans un courrier qui avait été adressé en 1944 au directeur du CNRS. On a pu parler de la contribution discrète des scientifiques, mais Lucie Randouin a hébergé temporairement un prisonnier évadé qui faisait partie des forces françaises de l'intérieur, un membre du comité directeur de l'OCM, une traductrice bibliographe d'origine russe, naturalisée française et de confession juive, mais aussi quelques hommes qui étaient notamment envoyés au STO, au service de travail obligatoire. Alors, Lucie Randouin, pendant cette période difficile, a aussi continué à développer des activités de prévention en vue du maintien de la santé publique, et elle a organisé, plus ou moins clandestinement, des conférences sur l'alimentation, à la fois en zone libre, mais aussi en zone occupée. Ces publications sont extrêmement nombreuses. De 1910 à 1957, on en comptabilise plus de 500 auprès de grandes institutions scientifiques, mais elle a surtout été extrêmement attachée à vulgariser ses travaux, ce qui s'est matérialisé avec des interventions à la radio, avec un enseignement public et notamment une tribune de la santé qui était diffusée. Elle a eu aussi énormément de correspondances épistolaires avec des industriels, avec des innovateurs, et je voudrais parler à ce titre des liens qu'elle a pu avoir avec mon arrière-grand-père lorsqu'il a voulu lancer les industries probiomères. Lucie Randouin a aussi participé à des émissions de télévision, toujours pour faire connaître ses travaux auprès du grand public. Alors, ce fut aussi une ambassadrice des sciences. Elle a représenté la France comme déléguée française à de grandes conférences internationales, à de grands congrès scientifiques. Elle a été présente dans différents regroupements et différentes conférences, à la fois sur la côte est des États-Unis, à Boston en 1929, à Rome en 1932 et dans différentes capitales européennes, Bruxelles, mais aussi en Suisse dans les années 50. Ces travaux ont été extrêmement bien accueillis, à la fois pour ce qui concerne la prise en compte des vitamines, qui avait été un sujet un peu en carence finalement dans les périodes de pénurie alimentaire qui avaient marqué notamment l'entre-deux-guerres. Alors, Lucie Randouin a été en quelque sorte, et finalement aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est du bon sens, mais Lucie Randouin a été une défenseuse de l'équilibre alimentaire. Elle a en particulier développé des travaux pour mettre en valeur des règles d'équilibre alimentaire et notamment valoriser le rôle thérapeutique des rations. Elle a fait notamment des liens, en particulier la corrélation entre l'alimentation, mais aussi les problèmes de santé publique liés à l'alcoolisme.
Ces travaux sur les vitamines ont aussi en fait été l'occasion de valoriser des produits sains, des produits naturels, et je vais y revenir à la fois avec l'histoire du gros sel de Noirmoutier, mais vous avez ici sur cette slide un drapeau qui doit vous faire penser à des chemins de mémoire, à une relation transatlantique qui a existé avec la Vendée. C'est cette histoire sablaise de la pêche morutière, puisque Lucie Randouin a aussi beaucoup encouragé la pêche au saumon de Norvège, l'huile de foie de morue, et les pommes de terre de Noirmoutier s'accordent effectivement bien avec l'ensemble de ces produits sains et naturels. Ce qui est aussi intéressant par rapport aux travaux et à la vision qu'elle a développée en termes d'innovation ouverte, en rapprochant le monde de la science, mais aussi le monde de l'entreprise, c'est que finalement, on en parle assez peu dans le débat d'aujourd'hui, dans le contexte des vaccins et du rôle que peuvent jouer des biologistes. Mais finalement, ce qu'on observe dans la lutte contre la Covid-19, c'est que finalement, des chercheurs et des universitaires en particulier qui ont monté des entreprises ont été pionniers pour notamment développer des liens extrêmement forts entre le monde de la recherche et l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Et c'est ce lien fort et direct qui existe aussi dans les territoires entre des donneurs d'ordre, entre des PME, entre des instituts de recherche. C'est cette coalition créative d'acteurs qui est extrêmement forte et qui montre justement la valeur ajoutée de la recherche fondamentale, d'où l'importance aujourd'hui de peut-être mieux valoriser l'esprit d'entreprise en université et d'y intégrer le prisme de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, je vais vous parler plus particulièrement de travaux et de relations épistolaires que Lucie Randouin a entretenues avec mon arrière-grand-père lorsqu'il a développé les industries probiomères, et en particulier des recherches qui étaient à l'époque plutôt précurseuses dans le domaine du calcium des minéraux marins. Il faut, pour situer peut-être le contexte de ces travaux, vous imaginer sur une plage. Et bien souvent, sans le savoir, en observant des coquillages sur le sable, vous êtes entouré de calcium. Et le calcium, c'est la vie. Et c'est un élément extrêmement fort qui va être utilisé dans des travaux de nutrition et en particulier dans le cadre du développement des industries probiomères. Je vais revenir un peu sur l'histoire finalement de ces industries et les interactions qui se sont développées avec Lucie Randouin. Je vais revenir un peu en arrière et vous parler d'une bijouterie horlogerie qui a été créée par mon arrière-grand-père, dont l'emplacement historique était la grande rue des Stuarts dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et cette bijouterie-horlogerie va se reconvertir, elle va utiliser un savoir-faire horloger pour exploiter des minéraux marins. Il y avait dans l'esprit de cette entreprise familiale une culture de l'innovation et une envie de décloisonner, d'ouvrir des relations avec d'autres disciplines dans le domaine de l'alimentation et de l'innovation. Alors, je vous ai résumé un peu en une phrase finalement cette culture familiale de l'innovation. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper le monde de demain, anticiper l'avenir. Alors, cette bijouterie-horlogerie, comment est-elle arrivée dans l'univers de la nutrition, dans l'univers des minéraux marins? Je vous propose d'abord de peut-être vous parler d'une montre, d'une marque qui a fait beaucoup sensation dans cette bijouterie-horlogerie, c'est la marque Zénith, qui a été une marque véritablement d'innovateur et qui a été portée par de grandes personnalités, dont vous avez des noms qui apparaissent ici à l'écran. Je pense en particulier à Gandhi, qui a porté et utilisé
la marque Zénith à travers une montre de poche qui était en quelque sorte l'une de ses rares possessions matérielles et qui accompagnait son quotidien, notamment pour signaler ses heures de prière avec une fonction d'alarme. Et cette montre, en fait, a disparu lors d'un voyage en train en Inde, mais une anecdote raconte qu'elle aurait été rendue 6 mois plus tard par le voleur qui aurait apparemment demandé pardon et Gandhi aurait justement relayé cette anecdote dans son journal. En Vendée, dans le pays de Chaland, je pense que tout le monde se souvient de ces pionniers de l'aviation et en particulier d'une femme, Jacqueline Auriol. Eh bien, Louis Blériot, ce grand pionnier de l'aviation, a aussi beaucoup utilisé les montres Zénith, ce qui révèle peut-être l'intérêt du monde de l'horlogerie et de sa capacité à intéresser des innovateurs et des pionniers. Vous avez ici à l'écran une lettre qui justement a été signée par Louis Blériot et qui met en valeur l'intérêt, le souci, en tout cas l'exactitude que Louis Blériot attachait à cette marque de montre Zénith. Alors, des temps pionniers de l'aviation, effectivement, ont aussi marqué la Vendée. Et le fondateur de cette marque Zénith est un Suisse. Il va être extrêmement pionnier et il sera le premier en territoire suisse à imaginer des espaces lumineux dédiés à l'horlogerie, où le travail est contrôlé de bout en bout. Et c'est véritablement ce travail de minutie qui va intéresser d'autres champs, d'autres domaines d'entrepreneuriat et d'autres domaines notamment scientifiques. Alors aujourd'hui, le savoir-faire en mécanique horlogère est inscrit à l'UNESCO. C'est assez récent, cela date depuis le 16 décembre 2020. Si cette inscription valorise une tradition emblématique qui est plutôt orientée aux portes de la Suisse, dans le Jura, il y a eu aussi un arc horloger transmanche que nous allons découvrir. Je me permets d'insister sur ce chapitre et cette innovation horlogère, cette contrebande horlogère qui a existé dans un espace transfrontalier entre la France et la Suisse. Toutefois, il y a eu également un savoir-faire qui s'est développé entre terre et mer et que nous allons étudier ensemble depuis la Vendée. Alors, l'horlogerie est aussi reliée fortement à la géologie. C'est notamment l'invention de la montre à quartz qui va être développée en Extrême-Orient, au Japon, à travers la marque Seiko, qui va beaucoup s'intéresser au quartz. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette géologie des éléments inspire des signatures architecturales de demain dans des grandes villes du Grand Ouest. Vous avez ici un exemple avec un quartier, le quartier Euro-Rennes, qui est un quartier situé dans la gare de Rennes, qui met véritablement en scène le rôle du quartz. Alors, je reviens un peu sur cette saga d'entrepreneurs et cette marque Zénith, qui a essaimé une véritable culture de l'innovation. Elle développe un ensemble, elle réunit l'ensemble des métiers horlogers sous un seul et même toit et elle va faire progresser des techniques de production en réduisant les erreurs et les malfaçons. Elle va créer une véritable émulation dans le secteur horloger parce que cette passion pour animer des automates, gérer des petits moteurs, va se reconvertir dans un premier temps dans la baie du Mont-Saint-Michel pour exploiter du sable coquillé et exploiter des minéraux marins. Mais très vite, cette innovation va circuler à l'échelle du Grand Ouest et va développer une dynamique de mise en réseau avec la Vendée, avec la Loire-Atlantique, mais aussi avec différents ports et notamment toute une constellation d'îles et de savoir-faire, en particulier dans les îles du Ponant. Je pense en particulier à l'archipel de Chausey. Il y aura aussi de l'extraction de sable coquillé qui va se développer dans les îles anglo-normandes et puis descendre sur l'arc atlantique
intéresser des filières dans l'agroalimentaire et notamment en Vendée, dans le pays de Châlons. Ce qui me permet d'illustrer ce lien extrêmement intéressant entre terre et mer et bien montrer comment le savoir-faire horloger s'est reconverti avec ces micro-techniques d'horlogerie, de réparation de montres qui vont être utilisées pour briser des coquillages et y valoriser des molécules d'intérêt pour les utiliser dans le domaine des biotechnologies et de la nutrition santé. Il y avait à l'époque des problèmes liés à la fragilité de coquilles d'œufs qui étaient extrêmement friables et le sable coquillé va être utilisé pour renforcer justement ce calcium, le calcium de coquilles d'œufs. C'est notamment ce que je vous indiquais en introduction. Lorsque vous êtes sur une plage et que vous voyez des brisures de coquillages sur le sable, vous êtes entouré de calcium et le calcium, c'est la vie. Alors, les industries probiomères vont justement s'appuyer sur un écosystème très riche en calcium, notamment les minéraux marins. C'est dans ce domaine que la baie du Mont-Saint-Michel va être véritablement pionnière. La naissance des industries probiomères va, dans un premier temps, développer un processus de créativité dans les années 20, dans les années 30, avec l'adaptation du savoir-faire horloger aux ressources de la mer. Vous avez ici un premier coquillage qui a beaucoup fait parler de lui, qui sera le logo des industries probiomères, avec un logo qui suscitera un contentieux, notamment en utilisant ce coquillage rouge que vous avez à l'écran et qui développera un contentieux, notamment avec la société Shell, les stations-service que vous connaissez bien, et qui considérait que ce logo était beaucoup trop proche de la représentation qui est utilisée dans les stations-service. Alors, les recherches sur les coquillages, sur les minéraux marins, vont permettre de renforcer le calcium de coquilles d'œufs. Et en particulier, cette récompense, cette innovation sera récompensée par la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture. Il y a des relations qui vont se développer avec des marins-pêcheurs pour extraire dans l'immédiat du sable coquillé au large de Chausey. Je me permets de mentionner ce lien avec les îles du Ponant, puisque ce nom, un bateau sera notamment à la manœuvre, c'est le Saint-Pierre que vous avez en photo, et le nom de ce bateau faisait référence à Césarée. Césarée qui était l'ancien nom antique de Jersey et qui a été mentionné dans l'itinéraire d'Antonin lors de ce voyage dans les différentes îles de la Manche et de l'Atlantique entre Aurigny et Ouessant. Alors, ce qui va permettre de développer les industries probiomères et les travaux avec Lucie Randouin, ce sont des procédés brevetés avant de les industrialiser. Il y aura un développement international qui va progressivement se développer vers la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, grâce notamment à des partenariats atypiques, à la fois dans l'Allier, avec des filières de l'économie monastique. Je pense en particulier aux moines de l'abbaye de Sept-Fonds qui fabriquaient la germaline, et également le rôle extrêmement important de cette biologiste que nous consacrons aujourd'hui, Lucie Randouin, agrégée de sciences naturelles en 1911, à une époque où l'agrégation était réservée aux hommes. Puis, elle sera la première femme à enseigner en Sorbonne, à rejoindre l'Académie de médecine. Alors, les inspirations de ces travaux vont nourrir l'économie circulaire de différents ports. Je pense en particulier à Nantes, au rôle des importateurs qui vont s'intéresser à ces travaux, les pêcheurs, bien sûr, de Noirmoutier, mais aussi les Terre-Neuva,
que nous connaissons bien du côté des Sables d'Olonne, de Trente-Mou, et puis de grands entrepôts. Je pense au hangar à bananes qui va justement s'intéresser au rôle des vitamines, à la valorisation également de ces échanges transatlantiques avec notamment les cargos bananiers qui rapportaient de précieuses ressources, des fruits exotiques, des vitamines extrêmement utiles pour l'organisme. Alors, Lucie Randouin a aussi beaucoup valorisé l'utilisation dans ses travaux de produits sains et naturels, l'huile de foie de morue, la pêche au saumon de Norvège, qui fait vraiment partie intégrante de cette vieille histoire sablaise, et surtout le gros sel de Noirmoutier, les richesses salicoles également de l'île de Ré, qui représentent une filière, mais aussi surtout des valeurs. Le sable coquillé dont je vous ai parlé, d'abord dans la baie du Mont-Saint-Michel, va se heurter à une période de pénurie importante avec les maladies des huîtres. À cette époque, les ostréiculteurs de Cancale, de la baie du Mont-Saint-Michel, vont recevoir l'aide en particulier d'ostréiculteurs japonais qui vont les aider à reconstruire des parcs à huîtres. Et depuis la Vendée, depuis Nantes, des alternatives vont être recherchées et notamment des importateurs vont s'intéresser à l'usage de la farine de manioc de Madagascar, qui est encore très utilisée en Afrique et dans l'océan Indien. Je me permets d'insister sur ce point parce que aujourd'hui, dans le contexte de la COP26 qui se prépare à Glasgow, au Royaume-Uni, l'amidon de manioc revient sur les devants de l'actualité, à la fois parce que c'est un élément qui peut intéresser des matériaux biosourcés, des nouvelles filières en matière d'économie circulaire. Vous avez une technologie indonésienne qui permet de renforcer et de transformer le manioc en sac et en sachet biologique. Il existe aussi un procédé indonésien qui progressivement, sur les sacs de manioc, intéresse les continents, mais aussi les océans, puisque les déchets plastiques deviennent un enjeu de gouvernance mondiale. De grandes entreprises s'impliquent sur le sujet. Je pense à L'Oréal, mais aussi la chaîne de supermarchés Kenyan. Il y a progressivement, la farine de manioc et ses dérivés, ses matériaux biosourcés intéressent aussi des pays africains, ce qui montre les dynamiques qu'on peut trouver aujourd'hui en matière d'économie bleue et d'économie circulaire. Alors, l'océan est un écosystème très riche en minéraux marins. Il est aussi un formidable passage de témoin pour croiser des filières et innover ensemble demain. J'ai parlé du rôle des îles qui sont des véritables laboratoires d'innovation. À la fois, je souhaite mettre l'accent sur le gros sel de Noirmoutier qui a été mis en valeur par Lucie Randouin, le sable coquillé de Chauzet, mais aussi des îles anglo-normandes. L'un des écrivains qui résume le mieux cette alchimie et que Nantes et la Vendée connaissent bien à travers des personnalités comme Ange Guépin, Ledru-Rollin, qui voudront correspondre avec Victor Hugo lorsqu'il sera en exil à Guernesey. Victor Hugo a une créativité littéraire exceptionnelle à travers une œuvre qui s'appelle Les Travailleurs de la mer. Et dans cette œuvre, Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan. Ce roi au crinier de l'océan refuse le droit de l'or et de l'entrée dans son royaume sans autorisation, et elle a développé une ressource assez inédite qui est le coquillage, qui est la seule monnaie autorisée dans le royaume de ce roi au crinier de l'océan, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, quid de l'héritage aujourd'hui de Lucie Randouin? Un prix est attribué chaque année au cours des journées nationales de diététique et de nutrition.
Ce prix valorise à la fois des chercheurs, des biologistes qui s'inscrivent sur les pas et sur les travaux précurseurs de Lucie Randouin. Mais cette conférence aujourd'hui est l'occasion de lancer un appel pour peut-être susciter un timbre qui pourrait justement être consacré à son effigie, notamment dans le cadre de l'édition philatélique de 2023, qui sera consacrée aux vaccins. Et le rôle des biologistes dans les vaccins est important à valoriser. Il y a depuis Noirmoutier, depuis la Vendée et plus largement depuis l'arc atlantique, un dialogue à réinventer. Je pense qu'il est possible de valoriser ce croisement des disciplines, à la fois en géologie, en botanique, en nutrition, en sciences de la vie et bien entendu dans le domaine des biotechnologies bleues qui sont une filière extrêmement forte du territoire, des Pays de la Loire, mais aussi de la Bretagne et de la Normandie. Toutes ces pépites, ces trésors sont à identifier, à explorer, et c'est le sens de cet appel qui vise à développer, encourager un lien pour permettre de mettre en valeur un timbre, une édition philatélique à l'effigie de Lucie Randouin. Aujourd'hui, des territoires s'impliquent dans la valorisation de vieux métiers, de savoir-faire, de croisement des disciplines. Je voudrais à ce titre vous parler de l'industrie magnifique qui a été mise en place par la ville de Strasbourg. Et c'est une initiative créative extrêmement ambitieuse qui va revoir le jour en juin 2021, qui notamment a été poussée par le directeur marketing monde de Cronenbourg et qui a vraiment compris l'importance de rapprocher des métiers, des savoir-faire créatifs, des connaissances scientifiques. Ce transfert d'innovation, ce transfert de compétences est effectivement important à valoriser aujourd'hui. Il y a d'autres projets à signaler qui pourraient sans doute inspirer Noirmoutier, mais peut-être aussi Notre-Dame-de-Mont, également le port des Sables d'Olonne et pourquoi pas un jour le Vendée Globe dans sa réflexion autour de l'économie circulaire. C'est notamment ce tiers-lieu maritime qui est actuellement poussé avec la glacière de Lorient. Cette glacière qu'on appelle aussi le frigorifique a été un lieu extrêmement important pour conserver des produits frais et naturels. Et c'est aujourd'hui ce château du XXIe siècle au cœur de la rade de Lorient qui fait l'objet d'une campagne pour se réapproprier cet espace et y développer de nouvelles activités tournées vers le maritime. Alors, j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui un appel depuis la Vendée sur la plateforme change.org en faveur de la conception d'un timbre à l'effigie de Lucie Randouin. Un dossier a déjà été constitué et transmis à Filaposte, la filiale du groupe La Poste, qui est chargée d'exécuter le programme philatélique officiel français fixé par un arrêté ministériel et publié au journal officiel. Des élus locaux ont été sensibilisés à la fois au Sénat, des élus de communes littorales, mais aussi des élus de territoires et de départements qui ont aussi un intérêt pour l'économie circulaire. Je pense à la Bourgogne-Franche-Comté, je pense au département de Lyon et en particulier à Beurs-sur-Othe, dont était originaire Lucie Randouin. À vos idées et coups de cœur, si vous souhaitez aussi participer à cette aventure, vous êtes également les bienvenus. Je voudrais vous remercier pour votre attention, pour avoir participé à cet échange, vous dire que les avancées horlogères et la nutrition sont extrêmement liées avec l'univers de la mer. Et grâce à Lucie Randouin, un pont a été encouragé, un pont a été stimulé avec des entrepreneurs, avec des innovateurs. Ce temps des précurseurs, ce temps des pionniers de Noirmoutier, de la Vendée et du reste du Grand Ouest est à encourager aujourd'hui. Si vous avez des expériences à valoriser, des choses à mettre en valeur, je vous invite à réagir et à prendre part aux questions. Merci à tous et merci pour votre attention.
Vous avez une bulle de discussion si vous souhaitez réagir. Et n'hésitez pas à vous connecter si vous souhaitez faire part de questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous rappelez qu'un appel est lancé en faveur de la conception d'un timbre à l'effigie de Lucie Randouin. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vais répondre à l'ensemble des questions dans la bulle qui a été créée à cet effet. Merci à tous et je vous souhaite une bonne continuation.